Oui, il y a à Chicoutimi, à chaque année, ils organisent un concours. Je ne sais pas si vous connaissez le défi Explo. À Québec Mine, à chaque année, à Chicoutimi, ils organisent un mini défi Explo qui est moins long, qui est ici à Chicoutimi avec, je pense qu'il y a une ou deux équipes de Chicoutimi. Je ne sais pas si l'Université Laval va être présente. Il y a 2 ans qu'ils sont présents. Puis si vous voulez participer, vous allez peut-être avoir des cours, même si ça serait mercredi dans 2 semaines. Non, le jeudi dans 2 semaines, soit le 28 mars. Probablement que vous allez être en cours, mais si jamais ce n'est pas le cas, vous êtes intéressé pour participer, vous me le direz idéalement aujourd'hui, parce que je vais vous transmettre le nom des équipes. J'ai fait des demandes ici au 3e année et aux équipes maîtrise. Vous me le direz si vous êtes intéressé, puis on va voir si on peut vous intégrer à l'équipe de piano. Donc, cette semaine, on va parler de gisement d'or. Les gîtes d'or qu'on appelle orogéniques. On va voir pourquoi. Donc, les gisements d'or orogéniques, c'est un des principaux types de gisements qui sont exploités pour l'or au Canada. La plupart, pas tous, la plupart des gisements d'or qu'on trouve dans la région de Val-d'Or, Timmins, Curtin Lake en Ontario, appartiennent à la grande famille des gisements d'or orogéniques. C'est essentiellement des gisements d'or qui contiennent très peu, en fait, à peu près pas de métaux de base, soit cuivre ou zinc. Parfois, ils vont contenir un peu d'argent, mais c'est essentiellement des gisements d'or. On les exploite pour l'or. C'est généralement soit des filons, comme vous pouvez voir ici, en arrière-plan, c'est un filon de quartz, plus ou moins carbonate, qui contient beaucoup d'or brut. Qui vient d'un des principaux districts, disons un des mieux connus, des régions emblématiques pour ce type de gisement-là, dans le Mother Lode de la Californie. Donc, c'est un des premiers endroits où ça a été vraiment bien documenté et caractérisé. Donc, c'est essentiellement des filons de quartz, plus ou moins carbonate, ou des zones de remplacement. Donc, c'est des fluides hydrothermaux qui vont former les veines. Donc, l'or va être encaissé dans une gamme de quartz et de carbonate. Mais on trouve aussi généralement, en association avec les veines, des zones d'altération en périphérie des veines qui peuvent être orifères également. Ce n'est pas toujours le cas. Mais, donc, on peut avoir soit des veines, des zones de remplacement associées aux veines, ou simplement des zones de remplacement, donc des zones d'altération des roches, qui ne sont pas nécessairement associées à des veines. Donc, disons, il y a tout le pôle entre des veines et des zones de remplacement, avec de l'or présent sous forme de dissémination d'or libre dans les veines comme ça. Donc, il y a toute une gamme de caractéristiques qu'on retrouve dans ces gisements-là. On va voir ensuite les filons à 5 métaux. C'est des filons, comme on dit, polymétalliques à 5 métaux. Généralement sous la forme d'arséniure. Puis, c'est des gisements qui peuvent être exploités pour les différents métaux, soit le cobalt. Par exemple, dans la région de Boisère, au Maroc, il y a un gisement fameux à Boisère qui est né essentiellement pour le cobalt, plus ou moins nickel. Mais il y a d'autres districts dans le monde qui vont être exploités essentiellement pour l'argent. À Cobalt, en Ontario, dans le nord de l'Ontario, il y a un district qui a été miné pour essentiellement l'argent au début du siècle, au début des années 1900. Donc, c'est les deux styles de gisement qu'on va voir aujourd'hui. C'est un diagramme que j'ai montré au dernier cours, qui montre en fait la distribution des gisements d'or dans la côte. Donc, essentiellement, ceux qu'on a vus jusqu'à date, les gisements qui sont associés au porphyre. Donc, on a vu les porphyres à cuivre, molybdène, les porphyres à cuivre. Et il y a certains porphyres qui sont soit à or ou à or cuivre, qui sont associés là,
à des intrusions. Donc, c'est essentiellement des gisements qui sont magmatiques hydrothermaux. Donc, il y a toute une gamme de minéralisations qui peuvent être associées à un porphyre. On peut trouver par exemple des skarnes à or, des mantos à or, puis des gisements épithermaux qui peuvent être associés ici ou non à des intrusions porphyriques. Donc, on a vu les épithermaux acides qui sont souvent associés à des porphyres. Les épithermaux acides qui sont essentiellement aurifères, qui peuvent contenir également un peu de métaux de base. On a vu ensuite les VMS la semaine dernière. Il y a certains VMS qui sont riches en or, donc qui peuvent former des gisements d'or qui sont en association avec du volcanisme sous-marin. Ensuite, on a nos placers, donc les paléoplacers qu'on va voir plus tard dans la session, mais qui représentent des gisements secondaires qui proviennent de l'érosion des gisements primaires, soit épithermaux, porphyres, ou de style orogénique. Donc, on va s'attarder au style orogénique aujourd'hui. Donc, c'est essentiellement, comme on a vu tantôt, des gisements phyloniens qui peuvent contenir aussi des zones de remplacement, des zones d'altération aurifère. Donc, c'est des gisements qui vont se former la plupart du temps à plus grande profondeur dans la croûte que des gisements porphyriques ou épithermaux. Donc, ils vont avoir des caractéristiques différentes. Ils vont se retrouver dans des roches métamorphiques, donc qui vont varier entre essentiels de schiste-ovaire, amphibolites, dans des rares cas granulites, mais c'est des gisements qui se forment dans des terrains métamorphiques. Donc, on peut avoir sur des terrains intrusifs qui ont été métamorphisés ou volcano-sédimentaires. C'est essentiellement à plus grande profondeur dans la croûte. Les gisements orogéniques, en fait, orogénique, c'est un terme très très vaste. Hein. Ça veut simplement dire que c'est des gisements d'or qui sont intimement associés au processus d'orogenèse. Donc, ils vont être associés à du métamorphisme de façon au niveau temporel. Donc, ils vont avoir une certaine chronologie qui indique que les gisements sont généralement semi-métamorphiques ou tardi-métamorphiques. Donc, ils ne sont pas nécessairement associés avec le pic métamorphique principal, mais ils sont associés à l'histoire métamorphique qui est liée à l'orogenèse. Donc, ils sont contemporains des épisodes métamorphiques puis de déformation qui est associée. Donc, ils ne sont pas nécessairement associés directement à du magmatisme, mais on peut voir des activités magmatiques dans les districts qui sont généralement pas nécessairement tout à fait contemporains, mais on trouve du magmatisme très souvent dans les terrains environnants. Mais les gisements en tant que tels ne sont pas associés au magmatisme. Donc, les gisements de style orogénique vont varier beaucoup en termes de style sur le terrain. Donc, ça va être des gisements qui peuvent être développés à des profondeurs variables, donc dans des conditions épizonales, mésozonales ou hypozonales. Donc, généralement dans l'épizone, on va parler de 150-300 degrés Celsius. La mésozone, 300 à 475, puis l'hypozone, plus de 475 degrés Celsius. Donc, les températures qui ont été atteintes pendant la formation des gisements ou pendant leur métamorphisme subséquent vont influencer la minéralogie des gisements, mais aussi le style et la préservation des gisements. Donc, à savoir si on les trouve, par exemple, dans les zones de stockwork, les zones de ligonite, ça va dépendre en grande partie de leur profondeur de formation. Il y a un autre élément important qui va faire varier le style de minéralisation qu'on retrouve, c'est la nature des rocheuses. Donc, en fonction des terrains géologiques qui ont été minéralisés, on va avoir des minéralogies qui vont varier, puis des styles qui vont varier également. Donc, sur le diagramme qui est ici, on retrouve différents styles avec la profondeur. Les gisements orogéniques sont illustrés ici. Des gisements riches en métaux de base, puis les gisements intrusion-related. Donc, les gisements orogéniques sont à distinguer des classes B ici, qui sont illustrées ici. Dans la classe B, ce qu'on retrouve, en fait, c'est des minéralisations anciennes
soit des VMS ou des porphyres, qui ont été affectés par la déformation et du métamorphisme. Donc, vous pouvez imaginer, quand on se retrouve dans les terrains anciens, soit l'archéen ou paléozoïque, les gisements qui sont formés dans les terrains volcaniques, comme les VMS, aurifères par exemple, vont être soumis à des pressions de température qui vont augmenter avec l'enfouissement des roches. Donc, c'est des gisements qui peuvent être déformés, métamorphisés, mais qui sont à distinguer des gisements aurifères orogéniques. Ils vont avoir des caractéristiques qui vont rappeler des VMS, par exemple. Donc, le gisement de la ronde en Abitibi, c'est un VMS métamorphisé. Donc, on trouve beaucoup de métaux de base, de cuivre, puis des altérations qui évoquent la formation du gisement dans un contexte volcanique. Donc, c'est à distinguer des gisements purement orogéniques. C'est des gisements qui se sont formés, qui ensuite ont été métamorphisés et déformés. Ensuite, les gisements orogéniques sont également à distinguer de ceux qu'on appelle intrusion-related, qui présentent une affinité génétique avec des magmas. Donc, par exemple, les gisements de type porphyre ou associés à des granitoïdes, l'or et les fluides hydrothermaux qui minéralisent les roches sont associés à une intrusion, un magma qui se met en place dans la croûte. Donc, nos gisements orogéniques sont à distinguer de ces deux styles-là, qui varient en fait. Vous allez voir ici, les gisements sont distribués dans la croûte entre l'hyposone et l'épisone. Puis on voit une association avec une grande zone de déformation qui est ici. On va voir sur d'autres slides, mais généralement dans les gisements d'or orogéniques, on va avoir une association spatiale avec une faille importante dans la croûte. On va voir pourquoi. Donc, ici, j'ai simplement mis une carte régionale qui englobe en fait tous les continents qui montrent la distribution des gisements d'or de type orogénique. Le Canada est un des principaux producteurs d'or à partir de gisements orogéniques, donc des veines de quartz ou des remplacements associés. L'Australie, avec le canton du Yilgarn, qui contient, avec le Canada, les deux plus gros gisements d'or sur la planète. Donc, le Golden Mine en Australie, c'est un Golden Mine, un gisement d'à peu près 1,6 km de long, qui contient plus de 75 millions d'onces d'or. Donc, c'est un très très gros gisement, c'est un monstre à l'échelle de la planète. On en retrouve dans la plupart des cantons archéens, en Afrique du Sud, en Tanzanie ici, Zimbabwe, Afrique de l'Ouest, dans les Guyanes, en Australie, dans les cantons archéens au Canada, dans le canton du Supérieur et le canton des Esclaves. Je mentionnais aussi le Mother Lode en Californie, un des endroits types pour la description des gisements d'or orogéniques. Donc, c'est la distribution globale, disons, des gisements d'or de type orogénique. C'est seulement les plus gros gisements qui sont illustrés ici, principalement dans les cantons archéens ou dans les orogènes protérozoïques. Mais la plupart des champs orogéniques sur la planète vont contenir des filons de quartz aurifères. Dans la plupart des orogènes, en fait, dans tous les orogènes, on trouve des évidences de déformation et métamorphisme. Puis on va retrouver habituellement des gîtes qui ne sont pas nécessairement toujours importants, mais des gîtes d'or du type orogénique. On en retrouve d'ailleurs dans les Appalaches, ici, pas très loin de Montréal, où on peut voir de l'or dans les veines, dessiné dans les veines. Donc, on peut retrouver des gîtes de ce type-là dans la plupart des orogènes anciens. Si on zoome maintenant sur le Canada, le canton du Supérieur est un des principaux cantons où on va trouver les gisements d'or orogéniques. Le district le plus productif, disons, est celui d'Abitibi, avec Timmins et Val-d'Or, Kirkland Lake, qui représente en fait les endroits au Canada où on a sorti le plus d'or du sous-sol canadien. On pense également à la province des Esclaves, dans le nord du Canada, puis la ceinture métamorphique transhudssonienne. Donc, c'est des roches paléoprotérozoïques qui ont été déformées et métamorphisées au paléoprotérozoïque.
qui encaisse dans la région de Flin-Flon, au Manitoba, des gisements de type orogénique également. Donc, ça vous montre la distribution au Canada des principaux gisements. Donc, vous voyez une association assez claire avec les terrains précambriens, évidemment, pour les gisements les plus productifs. Ici, c'est une courte définition. Donc, ça va être un complément au cours, mais vous pouvez le lire, c'est une synthèse des principales caractéristiques. Donc, j'ai mentionné qu'on en retrouve pas si loin de Montréal. Ici, c'est un projet aurifère, donc un projet de développement qui est en cours. C'est tout juste environ 2 heures au sud de Québec. C'est un gîte qui s'appelle Bellechasse-Timmins. Donc, vous voyez ici de l'arsénopyrite, avec de l'or visible évidemment dans les veines. Donc, c'est un gîte qui est dans les Appalaches, qui est exploré depuis maintenant une bonne trentaine d'années, mais qui n'a pas nécessairement le volume pour entrer en production. Donc, ici, c'est un exemple qui est en fait pas si loin de Montréal. Maintenant, quelques chiffres sur les principaux districts aurifères au Canada. J'ai déjà mentionné Timmins, qui est en fait le plus grand district aurifère orogénique au Canada, puis un des plus grands sur la planète, avec une production qui excède à peu près les 80 millions d'onces d'or, 75-80 millions d'onces d'or. Donc, c'est un très très gros gisement. En fait, c'est un district minier qui englobe plusieurs gisements. Ici, c'est le découvreur de la région de Timmins. Il y a un gisement qui s'appelle McIntyre. Ici, c'est Sandy McIntyre qui a découvert le gisement Dome et McIntyre dans les années 1910. Puis la mine est entrée en production là, en 1913. Vous pouvez voir ici les prospecteurs de l'époque. Même avec leur découverte, un port très très joyeux. Ici, je ne me trompe pas, c'est un Irlandais. Non, un Écossais. Donc, il y a eu la vie dure, mais c'est Sandy McIntyre qui a vraiment contribué au développement et à la découverte des gisements de la région de Timmins. Ici, c'est une compilation en fait, qui date de 2002, qui a été publiée en 2007. Mais qui devrait être mise à jour. Mais sur le tableau qui est ici, il y a plusieurs districts qui sont manquants. Depuis 2000, il y a eu des découvertes significatives au Québec et au Canada en général. Si vous consultez le tableau, vous allez voir qu'il y a le gisement d'Éléonore sur ce tableau-ci. Éléonore, qui est un gisement d'or qui a été découvert en 2004, donc après la compilation. Qui est rentré en production au début des années 2010. Éléonore est un gisement qui est dans une région frontière au Québec, dans le nord de l'Égypte. Donc, vous en avez probablement déjà entendu parler par vos collègues, peut-être qui ont déjà travaillé là-bas. Mais c'est une découverte là, assez significative pour le Québec, puis qui ouvre une grande partie du nord pour l'exploration, puis aussi la possibilité de développement minier dans ces régions-là. Donc, Éléonore, Little Gold, qui ne figure pas non plus sur le tableau, mais qui est maintenant un des plus gros producteurs d'or au Canada, qui est situé dans le nord de l'Ontario. Puis Canadian Malartic, qui est indiqué ici déjà. Mais depuis la réalisation de cette compilation-là, le gisement Canadian Malartic a fait l'objet d'explorations assez importantes. Puis depuis les années 2002-2004, en fait, le gisement Canadian Malartic est devenu le plus gros producteur aurifère au Canada. Donc, c'est ce gisement-ci qui produit le plus d'or avec près de 600 tonnes, avec des réserves de près de 600 tonnes d'or au total. Donc, c'est un gisement très significatif. Donc, si vous regardez maintenant cette carte-ci, c'est une carte d'Abitibi, la partie sud d'Abitibi. Vous
vous allez voir que la plupart des gisements, c'est tous les points qui sont illustrés en gris et en jaune. Donc, la plupart des gisements d'or sont distribués le long de deux grandes failles. Il y a la faille Porcupine de Star dans le nord, puis la faille Ardor Lake Cadillac qui est dans la partie sud de l'Abitibi. Ces deux failles-ci sont des failles relativement très importantes au niveau de la production aurifère, mais aussi pour la structuration de l'Abitibi puis du craton du supérieur dans cette partie du Québec. En fait, c'est des failles qu'on peut reconnaître sur les cartes sismiques à plusieurs kilomètres de profondeur. Donc, c'est des failles très significatives, des fractures profondes dans la croûte qui permettent de concentrer la déformation, mais aussi concentrer les fluides hydrothermaux pour former des gisements d'or. La plupart des gisements vont généralement pas se trouver nécessairement sur la zone de faille, dans la zone de faille, mais la plupart du temps dans les failles de deuxième ou troisième ordre, en dedans de 3, 4, 5 km de ces grandes zones de faille. À une autre échelle maintenant, ça c'est une carte qui est un peu plus compliquée. Bon, il y a beaucoup d'éléments, puis elle date un peu. Mais vous pouvez voir ici, ça c'est toute la grande région de Val-d'Or. La zone de faille Cadillac, dans la partie sud, ici, qui limite en fait des terrains volcaniques, intrusifs également. Puis dans la partie sud, on retrouve des roches métasédimentaires qui appartiennent à ce qu'on appelle la sous-province du Pontiac. C'est des turbidites métamorphisées, en français schistolaires amphibolites. Donc, la faille limite des terrains métasédimentaires et métavolcaniques. Puis on retrouve essentiellement les gisements d'or, les gîtes d'or, la plupart des gisements d'or, dans la partie nord, dans la sous-province d'Abitibi. Si vous regardez maintenant dans le détail, chacun des points qui est indiqué ici représente des gîtes, des mines de veines de quartz aurifère. Chacun des points blancs, en fait, c'est des veines de quartz, plus ou moins carbonate, alors que les points rouges ici, c'est plutôt des veines de quartz tourmaline, plus ou moins carbonate. Donc, au sein même d'un district minier de type orogénique, on va retrouver des différentes veines de quartz qui vont former des grandes familles, puis ils vont former des champs phyloniens. Donc, vous pouvez voir que les veines de quartz, plus ou moins carbonate, sont très étendues dans le sud de l'Abitibi. Puis les veines de quartz tourmaline qui vont être plus concentrées. Puis c'est dans les régions où on va avoir les veines de quartz tourmaline qui vont former la plupart des gisements. Donc, dans la région immédiate de Val-d'Or, on va avoir probablement une superposition d'événements aurifères avec à la fois les veines de quartz et les veines de quartz tourmaline. Donc, il y a probablement plus de fluides qui ont circulé dans la région de Val-d'Or ici et qui ont permis de minéraliser les roches et de former des champs phyloniens qui peuvent être économiques puis minés de façon économique. Donc, si on regarde cette association-là entre une grande faille, ici c'est le district de Timmins, en Ontario. Donc, vous voyez ici la faille Porcupine de Star, qui est indiquée par le tireté. Puis, vous pouvez voir l'association avec les principales mines. Donc, chacun des carrés qui sont illustrés ici représente des gisements miniers, essentiellement des zones où on va retrouver des champs phyloniens, des veines de quartz. Vous pouvez voir que les terrains présentent une déformation polyphasée, donc on voit des axes de plis, plusieurs axes de plis différents. L'association spatiale avec la faille Porcupine de Star. Puis un élément important qu'on peut remarquer ici également, c'est la présence de l'unité en brun, brun beige qui est ici, qui est en fait une unité de conglomérat, conglomérat hématitone. Ce qui a été proposé en fait, c'est que les grandes failles, comme la faille Porcupine de Star, la faille Ardor Lake Cadillac, plus au sud, en Abitibi, ont contrôlé la formation de bassins sédimentaires comme celui-ci qu'on appelle le type Témiscamingue. C'est en fait un groupe sédimentaire où on retrouve essentiellement, c'est surtout des
conglomérats, mais on retrouve également des faciès turbiditiques, des faciès gréseux, qui sont associés aux conglomérats. Puis l'idée, en fait, c'est que ces bassins sédimentaires sont contrôlés par les failles. Donc, on avait déjà la sous-province d'Abitibi qui était structurée avec sa stratigraphie volcanique plus ou moins complexe. Puis les failles, qui sont des structures importantes, des fractures importantes dans la croûte, ont permis de former des bassins qui ont pu être préservés le long des failles. Donc, ces bassins sédimentaires vont marquer très souvent des failles, des fractures importantes dans la croûte. Puis, les gisements sont souvent développés en association spatiale avec ces bassins sédimentaires. Donc, vous pouvez voir ici, il y a certains gisements qui vont être formés dans les conglomérats, mais très souvent, on va les retrouver là, en périphérie, la plupart du temps dans les roches volcaniques ou sédimentaires, volcano-sédimentaires. Donc, les observations empiriques qu'on fait sur le terrain, donc les associations spatiales entre les gisements miniers, les grandes zones de fer qu'on peut documenter à l'échelle de la propriété minière ou à l'échelle du craton supérieur, en fait, nous permettent de développer des modèles génétiques. Donc, on peut voir des associations avec des failles, des zones de fracture, du métamorphisme. Puis l'idée, en fait, c'est que les gisements miniers seraient formés le long de grandes structures, des structures profondes. Puis les gisements, la plupart du temps, on peut voir une association temporelle avec la déformation et le métamorphisme. Donc, les modèles qui sont développés pour les gisements d'or orogéniques, en fait, c'est le long des grandes structures, on a du métamorphisme en profondeur dans la croûte. Puis en fait, pendant le métamorphisme, qu'est-ce qu'on fait? Habituellement, si vous prenez par exemple un shale, une pélite, une roche sédimentaire, si vous l'enfouissez, ce que vous allez faire graduellement, c'est la déshydrater. Donc, dans les pélites, dans les argiles, vous allez voir, dans les argilites, vous allez avoir essentiellement des minéraux argileux, un peu de quartz, un peu de feldspar. Si vous enfouissez encore plus, vous allez déshydrater les roches pour former des argiles métamorphiques ou de la muscovite. Donc, essentiellement, vous allez graduellement déshydrater votre roche. Si vous augmentez le métamorphisme, on faciès amphibolite, voire granulite, vous allez perdre la chlorite, la muscovite, pour former, par exemple, des amphiboles, des pyroxènes. Donc, il y a une grande quantité de fluides métamorphiques qui sont libérés pendant l'enfouissement et la déformation des roches. Donc, le modèle qui est proposé, en fait, c'est qu'on, pendant le métamorphisme, on lessive des métaux, essentiellement l'or. Il y a d'autres métaux qui peuvent être associés, mais c'est essentiellement l'or. Des roches environnantes. Puis les fluides qui sont accumulés dans la partie inférieure de la croûte vont circuler dans les grandes structures, dans les grandes failles. Et on va pouvoir déposer les veines de quartz et les ondes aurifères, soit le long de la grande structure ou le long de structures de deuxième ou troisième ordre qui vont être spatialement associées à cette grande structure. Donc, c'est un modèle qui permet de réconcilier les observations qu'on fait sur les gisements et l'évolution de la croûte en général. Il y a un élément important à noter aussi sur ce diagramme-ci, c'est que, en fait, on a déjà parlé en géologie structurale, mais si vous prenez une section crustale comme celle-ci, dans la partie supérieure de la croûte, les roches se déforment essentiellement de façon fragile. Donc, elles sont peu cristallisées, elles vont se fracturer, former souvent des zones de fracture, des crackworks, des brèches, alors que dans la partie plus profonde, on va avoir des roches métamorphiques. Donc, si on part de la partie vraiment superficielle de la croûte, on enfouit les roches à 5-10 km, bien, ce qui se produit, c'est qu'on a du métamorphisme, on va boucher les pores de notre roche, puis on va commencer à recristalliser les minéraux qu'on retrouve dans notre roche. Donc, ce qui va se produire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on descend dans la croûte, on va passer une transition entre des structures fragiles, dans la partie supérieure, à des structures plutôt ductiles ou fragiles ductiles dans les 7, 8, 10 km de profondeur. Donc, on va avoir une
une différence dans le comportement des roches entre la partie supérieure de la croûte, la transition fragile ductile, puis les roches qui sont franchement ductiles aux faciès amphibolite ou granulites. Donc, ça va être également important, on va voir pourquoi, mais ça va être aussi important dans la formation des gisements. Donc, il y a un modèle qui a été proposé également qui s'appelle le Continuum. En fait, où on a la formation des épisodes métamorphiques, formation des grandes structures qui permettent de mobiliser les fluides et l'or, puis qui montrent en fait un certain continuum entre les gisements qui sont formés aux faciès amphibolites et aux faciès des schistolaires. Donc, les fluides sont mobilisés dans la partie inférieure de la croûte et mobilisés dans les structures pour minéraliser les structures de deuxième et troisième ordre. Donc, on peut voir un certain continuum dans les gisements qui sont formés aux faciès amphibolites et schistolaires. Un continuum dans le style de minéralisation, donc surtout avec des zones d'altération déformées de façon ductile aux faciès amphibolites, puis fragile ductile dans la partie supérieure. On va voir comment ça se reflète ensuite concrètement dans les roches. Mais il y a un certain continuum qui existe dans les gisements qui sont formés dans la croûte, entre faciès amphibolites et schistolaires. Aux faciès des granulites, en fait, la plupart des gisements qui sont préservés aux faciès amphibolites puis aux faciès amphibolites supérieurs et faciès des granulites, en fait, représentent la plupart des équivalents métamorphiques des gisements moins profonds, mais métamorphisés. C'est le cas, par exemple, à la mine Éléonore. À la mine Éléonore, à la baie James, on est dans des faciès métamorphiques amphibolites supérieurs. Puis à partir du style de la minéralisation, des études pétrogénétiques qui ont été faites sur la minéralogie, sur les différentes zones minéralisées, ont pu démontrer qu'en fait, le gisement avait été probablement formé aux faciès amphibolites ou schistolaires, puis ensuite été métamorphisé, enfoui. Sa minéralogie a été modifiée. Donc, les endroits où on retrouve les gisements maintenant dans la croûte, que ce soit à Baie James, dans le sud du Québec ou en Abitibi, les endroits où on retrouve les gisements maintenant, aujourd'hui, dans les terrains métamorphiques, n'ont pas nécessairement été formés dans les conditions où on les trouve maintenant. Donc, ils peuvent être formés, par exemple, aux faciès schistolaires ou amphibolites, puis ensuite métamorphisés, puis leur minéralogie, leur texture, leur style vont être modifiés par la suite. Donc, les gisements d'or orogéniques vont généralement se former faciès amphibolites, supérieures, amphibolites, à schistolaires, puis ensuite peuvent être métamorphisés et déformés, donc leurs caractéristiques vont être modifiées. C'est ça, donc j'ai mentionné au début que c'est essentiellement des gisements d'or, mais on va retrouver très souvent d'autres métaux, mais seulement en traces. Donc, de l'argent. L'arsenic peut être assez abondant, donc très souvent on va voir de l'arsénopyrite. Ça dépend du type de roche, mais très souvent de l'arsénopyrite. Les autres éléments qu'on retrouve également, tungstène, parfois un peu d'antimoine, bismuth, tellurure. Ça va être les principaux métaux qu'on peut retrouver en association, mais à peu près toujours en trace. Les altérations qu'on va retrouver, on va voir des photos des principaux assemblages minéralogiques. Mais généralement, les assemblages vont être enrichis en potassium. Donc, très souvent, on va avoir de la silicite, dans certains cas de la biotite. Ils vont être enrichis très souvent en CO2. Donc, on va avoir la plupart du temps des altérations en carbonate. Puis parfois des enrichissements également en sodium et en calcium. Donc, c'est les principaux changements chimiques qui sont associés aux minéralisations du fer. Donc, on a vu dans les premières slides, quand on a défini les gisements d'or orogéniques, que leur style va varier en fonction des roches hautes, mais beaucoup en fonction de leur profondeur de formation. Ici, c'est un diagramme qui montre quand même beaucoup de détails, mais qui illustre quand même assez bien une grande zone de cisaillement, par exemple, qui serait formée dans la partie supérieure de la croûte, où on va développer des stockworks et des brèches.
puis des grandes zones de midonite dans les parties les plus profondes. Donc ici, vous avez la transition fragile ductile entre les deux. Et la plupart des gisements d'or vont se former dans cette partie de la poutre. Donc, la plupart du temps, on va avoir des textures qui vont varier dans les différents gisements entre des veines de quartz avec très souvent des zones de déformation, parfois des midonites, puis des zones vraiment de stockwork, parfois avec des textures en cocarde, des veines avec des textures coliformes, cruciformes, qui évoquent une mise en place dans la partie vraiment supérieure de la croûte. Donc, on va avoir des styles qui vont varier entre des remplacements, des cisaillements dutiles, des veines de quartz ou des stockwork. Donc, c'est les principaux styles qu'on va trouver. Puis la minéralogie, évidemment, va varier en fonction de la température de formation, donc la profondeur de formation, puis aussi si le gisement a été affecté par du métamorphisme par la suite. Donc, les assemblages minéralogiques, que ce soit silicatés, sulfurés ou les assemblages à oxyde, vont vraiment varier en fonction de la profondeur. Donc, ça va refléter tout ça va se refléter dans les échantillons, par exemple, que vous allez étudier au laboratoire. Donc, en fonction de la profondeur de formation, vous allez avoir des minéralogies qui vont varier quand même assez significativement. Donc, pour former un gisement hydrothermal, on a vu plus tôt dans la session, en fait, ça nous prend une source de fluide, ça nous prend des métaux qui vont être mobilisés par le fluide, puis ça prend également des zones de concentration. Donc, j'ai déjà introduit, disons, dans la définition, le mode de formation en association avec du métamorphisme. Donc, l'idée, c'est qu'on forme un réservoir de fluide qui peut contenir de l'or. Donc, c'est un réservoir de fluide sous pression qui va circuler dans la croûte, puis qui va décharger ces fluides dans les zones où on va avoir une perméabilité qui va le permettre. Donc, ici, encore une fois, c'est un diagramme que j'ai montré exactement celui-ci dans le cours de géologie structurale. Donc, ici, c'est un diagramme qui montre la profondeur dans la croûte et la pression des fluides. Ici, vous avez donc la partie supérieure de la croûte, la partie inférieure, puis la zone de transition entre les roches fragiles et les roches ductiles. Dans la partie où on a la transition fragile-ductile, en fait, ce qui se produit, on a la récristallisation des roches, donc une baisse de la porosité et de la perméabilité. Puis vous allez voir ici, en fait, le gradient hydrostatique et le gradient lithostatique. Donc, la droite qui est illustrée ici, en fait, c'est essentiellement la pression qui est exercée sur une colonne d'eau dans la croûte à une profondeur X, Y, Z. Donc, si il y avait une perméabilité parfaite au sein de la croûte, si on avait une colonne d'eau, ben, la pression du fluide serait exclusivement influencée par la pression d'eau qui est exercée. Si on avait une distribution des pressions de fluide, il se trouverait exclusivement sur le gradient hydrostatique. Sur le gradient lithostatique, en fait, c'est la pression qui est exercée par la colonne de roche. Donc, ultimement, si vous avez une colonne de roche au point X, Y, Z, ben, vos pressions vont se distribuer le long de cette droite-là. En fait, quand on augmente en profondeur dans la croûte, ce qui se produit, c'est que dans la partie supérieure, on a essentiellement des fractures ouvertes, fractures libres, des joints, des zones de fracture qui permettent d'avoir une certaine connectivité dans les fractures, donc une certaine perméabilité qui permet la mobilisation des fluides de façon libre, plus ou moins dans la croûte. Ce qui se produit quand on augmente la température, on récristallise les roches, on baisse la porosité, la perméabilité, puis en fait, on va augmenter la pression des fluides. Donc, la pression des fluides va augmenter. Puis lorsqu'on atteint le gradient lithostatique, on va avoir une fracture qui va se produire. Donc, c'est une fracture qui est induite par la pression des fluides. Parce que les fluides sont compressibles jusqu'à un certain point.
ils vont en fait fracturer la roche environnante, former des fractures des veines éventuellement, qui vont pouvoir être minéralisées par des fluides, peut-être de l'or. Donc, ce diagramme-ci est assez important quand on regarde le mode de genèse des gisements d'or. Ici, c'est ce qui est illustré de façon un peu plus schématique, donc avec une grande zone de déformation, qui pourrait être par exemple la zone de fer Cadillac en Abitibi. On a la zone de déformation fragile des roches dans la partie vraiment supérieure de la croûte. Puis dans la partie inférieure, on a la transition fragile ductile, où on commence à recristalliser de façon plus importante les roches. Donc, on va mobiliser les fluides, les roches environnantes, puis les concentrer là où on va avoir les séismes qui sont produits à long de la grande zone de fer. Puis, ce qui est illustré sur ce diagramme-ci, en fait, c'est qu'à travers le temps, on a la pression des fluides, qui est ici, qui va augmenter pour atteindre la pression lithostatique. Donc, la pression du fluide augmente. On va avoir rupture, donc une rupture qui est induite par l'augmentation de la pression des fluides. Donc, on augmente la pression des fluides, la roche va fracturer, on va avoir une baisse de la pression. La pression des fluides va réaugmenter suite au colmatage des fractures. Donc, on va avoir une nouvelle baisse de la perméabilité, donc augmentation de la pression des fluides. On va refracturer les roches, un autre séisme, un autre épisode de fracturation. Puis, ce mécanisme-là va se reproduire, ça peut être des centaines, voire des milliers de fois à travers le temps pour la formation d'un gisement d'or. Donc, ça permet d'expliquer la formation des veines. Donc, souvent dans les gisements, on va avoir plusieurs phases d'ouverture et de fermeture des veines. Ça permet de réconcilier le contexte géologique, géodynamique, les observations qu'on fait sur les échantillons, sur les gisements, puis aussi les théories sur la formation puis la déformation de la croûte supérieure. Donc, c'est une certaine cyclicité qu'on appelle le mécanisme de pompage sismique. Donc, on va pomper les fluides suite à la formation de séismes qui sont induits par l'augmentation de la pression des fluides. Donc, c'est un mécanisme qui est cyclique, qui peut se répéter à travers le temps. Ici, c'est j'ai copié-collé un résumé sur un article qui explique en fait ce concept-là de pompage sismique. Comment ça va se refléter dans les roches? Ici, c'est une photo vraiment type où on a une faille qui est remplie par des minéraux hydrothermaux. Ici, c'est du quartz, qui contient un peu d'or et de carbonate. Donc, il y a une faille qui est remplie par des fluides à fort pendage, puis des veines à faible pendage, qui sont illustrées ici, qu'on appelle les veines en extension. Donc, on a les veines en extension, faible pendage, les veines en remplissage de faille à plus fort pendage. Ça aussi, c'est un diagramme que j'ai montré dans le cours de géologie structurale. En fait, si on a un bloc de croûte, ici, donc, disons, le gisement sigma en Abitibi, qui est un des archétypes où ce mécanisme-là a été documenté, mais le gisement présente une étendue verticale de plus de 2 km. Donc, entre la surface, on retrouve le gisement, puis les niveaux les plus profonds qui ont été documentés dans la mine, on a à peu près 2 km. Donc, ça fait quand même une zone assez importante. L'idée, en fait, c'est qu'on a des contraintes qui sont appliquées, des contraintes à peu près horizontales, qui sont appliquées sur, ici, c'est essentiellement des roches volcaniques, il y a un peu de roches creusées, c'est essentiellement des roches volcaniques à la mini-sigma. Donc, on a une compression nord-sud qui affecte les roches et qui va permettre de former, en fait, les veines en extension, qui sont les veines presque horizontales ici. Donc, on a une compression horizontale, puis une extension verticale. Donc, on ouvre les fractures pour permettre la mobilisation des fluides. En association avec ces veines en extension, on a des failles qui vont se former, généralement entre 45 et 60 degrés. Des fois, ça peut être plus. Donc, on va avoir des failles qui vont se former en association avec les veines en extension. Donc, ça va être ces réseaux phyloniens qui vont former
des champs filoniens qui vont pouvoir être minés éventuellement. Donc ici, c'est une schématisation en 3 dimensions, donc un bloc diagramme qui illustre ceci. Donc, on a nos veines de quartz qui sont développées dans une zone de cisaillement. Les veines de quartz qui vont être développées dans les zones de faille, donc les veines en remplissage de faille, puis les veines horizontales, les veines en extension. Donc, avec une contrainte qui est appliquée dans ce cas-ci, qui serait à peu près horizontale, on forme les veines horizontales, puis les veines à plus fort bandage. Il faut imaginer, par exemple, que ici, si on est dans un système compressif, purement compressif, on va former des failles inverses. Mais par exemple, si vous êtes dans un contexte transpressif, où vous pouvez avoir des zones de décrochement, donc vous pouvez avoir des failles décrochantes, des ou sénestres, vous pouvez imaginer que simplement en changeant la géométrie des contraintes, vous pourriez avoir, par exemple, des zones de cisaillement presque verticales, dans une zone de faille décrochante, avec des fractures en échelon, des veines en extension, qui seraient à fort pendage, puis simplement en faisant varier la géométrie des contraintes, on pourrait éventuellement faire varier la géométrie des veines qui sont formées dans cet état de contrainte-là. Donc, ici, le diagramme qui est illustré, c'est essentiellement un cas type pour une faille inverse, où on aurait des veines à fort pendage et des veines à faible pendage. Donc, en fonction de la géométrie des contraintes, on va avoir une géométrie légèrement différente qui peut se développer en fonction de l'orientation des contraintes sigma 1, sigma 2, sigma 3. Ici, j'ai simplement mis un tableau en référence pour vous qui donne les principales caractéristiques des veines à fort pendage, les veines de remplissage de faille, puis les veines en extension. Donc, généralement, les veines en remplissage de faille, les false-fill veins, vont très souvent être laminées. Donc, ils vont souvent être foliés, laminés, ils peuvent être massifs aussi, mais très souvent foliés, laminés. Puis, ils vont avoir une foliation qui est parallèle la plupart du temps à celle qu'on trouve dans les rocheuses. Dans les veines en extension, le plus souvent, elles vont être massives ou présenter des fibres qui sont perpendiculaires aux veines. Donc, pendant l'ouverture des filons, on va avoir croissance des veines perpendiculaires aux épaules. Donc, c'est des caractéristiques qui permettent de les différencier. Vous pourrez prendre un peu de temps pour lire le diagramme, je pense qu'il va le prendre en détail, mais ça donne les principales caractéristiques des veines qu'on trouve dans ces gisements-là. Donc, le long des failles qui sont aurifères, comme par exemple la faille Cadillac en Abitibi ou la faille Porcupine de Star tout au nord, toujours en Abitibi, mais la plupart des districts aurifères ou des gisements sont formés là où on va avoir des inflexions le long de la faille. Si vous prenez par exemple 2 segments de faille décrochantes, comme ceux qui sont illustrés ici, donc on a une faille d'ex, puis où on a le relais entre les 2 failles, on a des zones de fracturation préférentielle. Donc, c'est des zones où on va pouvoir concentrer les fluides hydrothermaux dans les zones de fracturation préférentielle puis minéraliser les roches. En fait, c'est ce qu'on appelle des zones de relais en extension en français. En anglais, vous allez souvent voir le terme de dilational jug, tout simplement le jug, qui fait référence aux zones d'ouverture entre 2 segments de faille. Donc, c'est assez typique. C'est souvent dans ces zones-là qu'on va retrouver les zones les mieux minéralisées. Que ce soit à l'échelle du district minier ou à l'échelle du gisement ou de la zone minéralisée. Donc, c'est un principe qui s'applique à différentes échelles. Donc, on a vu la formation des veines essentiellement en réponse aux contraintes. Donc, si on applique des contraintes sur un bloc de roche, il va réagir, puis il va pouvoir se déformer, puis fracturer. Donc, les fractures vont être minéralisées. Dans certains cas, les roches qui sont soumises à des contraintes, si elles sont hétérogènes, donc si elles présentent une certaine hétérogénéité au niveau rhéologique. Donc, si on prend par exemple les turbidites. Donc, si on prend des turbidites qui sont déposées dans un bassin, on va avoir une alternance
de grès, souvent des façades gréseuses, des plantes, mais surtout des grès, qui vont alterner avec des horizons de shale. Donc, vous pouvez imaginer que pendant une déformation, si on a déformation et plissement, là, on va avoir une réponse qui va être différente, soit si on a des shales ou des grès. Donc, les grès, généralement, vont être plus massifs, plus compétents que les shales, donc vont souvent former des veines de façon préférentielle. Il faut aussi imaginer que le long des contacts entre les unités qui vont présenter des rhéologies différentes, comme les grès et les shales, là, on va très souvent former des zones de décollement qui vont permettre la mobilisation fluide et la formation de veines dans ces horizons préférentiels, dans ces zones préférentielles. Donc, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le district de Megouma, en Nouvelle-Écosse, où on retrouve essentiellement ce qu'on appelle des saddle reefs. Les saddle reefs, c'est les veines qui sont formées dans les charnières de plis, où on a décollement entre, par exemple, les horizons de shale puis les horizons de grès. Puis on va avoir un remplissage de cette ouverture-là par les veines de quartz. Donc, ça forme des champs filoniens qui sont intimement associés aux zones de charnières de plis. Donc, au lieu d'avoir la fracturation vraiment contrôlée par l'état de contrainte, ici, on a une fracturation de la roche qui est contrôlée par les hétérogénéités dans la séquence stratigraphique. Une autre variation, disons, du contrôle lithologique sur la formation des veines, la zone triangle à Val d'Or, qui est essentiellement un gisement d'or filonien qui est développé en association spatiale avec une intrusion. Donc, on a des roches volcaniques, mafiques intermédiaires, qui sont illustrées en vert ici. Puis on a un filon de diorite, illustré en orange, qui est coupé, segmenté par une série de failles et de veines. Et vous pouvez voir que les veines sont essentiellement développées soit dans le dike de diorite ou des roches qui sont immédiatement adjacentes. Donc, ici, vous pouvez voir que le filon s'est fracturé préférentiellement, étant plus compétent, constitué essentiellement de quartz stable, par rapport aux roches volcaniques qui sont surtout composées de chlorite, de silicites. Donc, le dike plus compétent va se fracturer préférentiellement et accueillir les fractures et les veines qui vont pouvoir être minéralisées. Donc, ici, on a un contrôle qui est exercé essentiellement par la lithologie, puis qui permet de contrôler la distribution des veines au sein du gisement. Juste un peu plus de détails ici sur le district de Megouma. Donc, le district de Megouma, c'est en Nouvelle-Écosse. Puis, vous pouvez voir essentiellement une section à travers le gisement, le champ filonien. Puis, vous pouvez voir clairement l'association entre les structures plissées, donc les grands plis, et la présence des veines de quartz minéralisées qui sont préservées surtout dans les charnières, puis d'un fois sur les flancs des plis. Donc, là où on va avoir la plus grande concentration de fluides hydrothermaux puis de veines, ça va généralement être dans les charnières. Donc, c'est un exemple ici d'un mineur avec un saddle reef. Vous pouvez voir à quelle échelle ces fractures-là vont se former. Donc, dans les saddle reefs, vous pouvez avoir parfois plusieurs mètres, voire une dizaine de mètres d'ouverture et de remplissage filonien pour former les saddles comme ceux-ci. Donc, ça, c'est une photo qui a été prise. C'est une compagnie qui essaie de développer un petit gisement d'or dans le district de Megouma. Donc, ça, c'est des textures qu'on peut voir à l'échelle de la zone minéralisée, mais aussi du gisement. Donc, une distribution des gîtes, des gisements qui vont être intimement associés aux charnières de puits. Bon, je ne vais pas beaucoup plus dans le détail, mais on peut voir une association avec charnières de puits dans les gisements, dans les turbidites, dans les séquences de roches sédimentaires hétérogènes. Mais aussi, on peut retrouver le style assez classique avec des minéralisations, avec les fameuses veines d'extension puis les veines de cisaillement. Donc, on peut voir les deux styles, disons, dans un même gisement, comme ceux de Megouma, par exemple, en Nouvelle-Écosse. Donc, on a vu la définition générale des gisements d'or orogéniques, des gisements qui sont intimement associés à des processus de déformation et de métamorphisme.
On a vu le contexte de formation en lien avec des failles des structures. Donc, intimement lié à l'enfouissement des roches, aux contraintes, aux contraintes qui sont appliquées sur nos roches, puis qui permettent de former des fractures, qui vont éventuellement être minéralisées. Il y a un autre élément important qui nous permet d'étudier, de cartographier, puis de documenter les gisements d'or orogéniques, c'est les assemblages hydrothermaux, les assemblages minéralogiques qui proviennent de l'altération des roches. Il y a un atlas d'altération des gisements d'or formés dans les contextes métamorphiques qui ont été préparés par un groupe d'Australiens, puis qui synthétisent quand même assez bien, puis de façon assez synthétique, les principales observations qu'on peut faire sur la minéralogie des gisements d'or orogéniques. Donc ici, à la fois la minéralogie, mais aussi le style structural et l'habitus des gisements d'or orogéniques. Donc ici, c'est deux exemples, c'est des exemples principaux qui montrent en fait les variations dans le style. Donc ici, simplement avec une veine de quartz qui est illustrée en jaune. On a les roches hautes ou les éponges qui sont massives, qui peuvent être altérées, donc présenter une altération hydrothermale. L'altération hydrothermale, habituellement, va être développée dans les éponges, qui va souvent montrer une zonation qui reflète en fait un gradient chimique entre la veine et les éponges. Donc, on peut voir les veines qui sont formées, on peut avoir la déformation ou non dans les éponges. Puis, très souvent, on va avoir des veines principales qui sont illustrées en violet ici, puis qui vont être associées à des veines de quartz qui peuvent être conjuguées ou non, donc former des réseaux filoniens assez complexes. Quand on augmente, en fait, ici, ce qui est illustré sur les diagrammes, on peut voir que c'est des roches qui sont fracturées, qui peuvent présenter ou non une déformation dans les éponges. C'est essentiellement des styles qu'on va retrouver dans la partie supérieure de la croûte. Donc, essentiellement des roches qui ont été fracturées, qui présentent une déformation subtile qui est modérée à faible. Si on descend dans la croûte, on augmente la température, on va former des roches métamorphiques qui peuvent être déformées de façon ductile ou ductile fragile. Donc, ici, c'est des exemples où on a, par exemple, des veines qui sont formées avec une veine en remplissage de faille, des veines en extension à faible pendage, qui sont développées dans des roches foliées. Ça peut être des schistes, des milonites en certains cas. Puis, si on augmente la pression et la température, éventuellement, on va avoir simplement des grandes zones de déformation ductile, voire des milonites, qui vont encaisser les veines. Donc, on peut avoir ici, par exemple, un gisement qui est complètement démembré. Un exemple, en fait, un schéma qui montre des veines de quartz complètement démembrées qui sont étirées dans la zone de déformation ductile. Donc, on a toute une gradation entre les fractures fragiles qui sont formées dans la partie supérieure de la croûte jusqu'à des grandes zones de milonites où on va retrouver des veines de quartz démembrées ou des zones simplement de remplacement qui permettent de minéraliser les roches encaissantes. Donc, j'ai mentionné qu'il y a un gradient chimique entre les fluides hydrothermaux et les roches hautes. On est en contexte métamorphique. Les pressions et les températures vont varier, mais en fait, à l'échelle des temps géologiques, puis à l'échelle de la formation d'un gisement, on peut dire que les pressions et les températures ne vont pas varier énormément pendant la formation d'un même gisement. Donc, le gisement va se former à 7, 8, 10 km dans la croûte. Donc, on va avoir des pressions et des températures relativement stables pendant cette période-là. Un des éléments qui va varier, en fait, c'est la composition des fluides. Il va y avoir un gradient chimique entre des fluides qui circulent dans les fractures, qui sont en fait aurifères, qui sont riches en CO2, qui vont souvent être riches en potassium également, puis qui vont interagir avec les roches hautes, qui vont avoir une composition chimique différente du fluide, évidemment.
Donc, on peut avoir, par exemple, ici, c'est un diagramme simplifié qui montre en fait la concentration de K2O, de potassium, puis de CO2 dans un environnement géologique. Donc, ici, vous avez, par exemple, le fluide hydrothermal dans la zone en rouge. Donc, fluide hydrothermal, très riche en CO2, qui contient du potassium. Dans les différentes couleurs, ici, ce que vous avez représenté, c'est des assemblages minéralogiques. Donc, dans l'assemblage en rouge, vous avez dolomite, muscovite. Dans l'assemblage en jaune, muscovite, dolomite, chlorite. Puis, dans les assemblages en vert, des assemblages qui vont contenir chlorite, trémolite, calcite. Puis ensuite, vous avez la roche qui n'est pas altérée. Donc, on pourrait dire, par exemple, un métabasalte, un métagrès. Donc, une roche qui présente à titre syncratique peu ou pas d'altération. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des zones d'altération avec des compositions spécifiques qui vont se former parce qu'on a un fluide hydrothermal qui n'est pas à l'équilibre avec son environnement géologique. Donc, maintenant qu'on sait qu'il y a un gradient chimique entre un fluide et une roche, on peut regarder des diagrammes un peu plus complexes où on a, par exemple, le pH qui est illustré, puis la fugacité d'oxygène. Donc, ici, notre pH, disons qu'on a notre fluide hydrothermal qui serait illustré en rouge ici. La plupart des fluides hydrothermaux pour la formation des gisements d'or orogéniques, ils ont un pH autour de 7, parfois légèrement alcalin ou légèrement liquide, légèrement acide, mais on a essentiellement des pH qui vont varier entre 7 et 8. Okay? Puis, en fait, c'est dans ces zones-là qu'on va retrouver la solubilité de l'or qui est la plus élevée. Si vous regardez les courbes qui sont illustrées ici, c'est des courbes qui illustrent la solubilité de l'or dans les fluides hydrothermaux. Donc, vous pouvez voir que la zone où on a la solubilité de l'or la plus élevée est à peu près autour de 7-8 de pH. Okay? Donc, c'est à peu près les conditions de la plupart des fluides hydrothermaux qui vont former les gisements d'or orogéniques. En arrière-plan, vous avez des oxydes et des sulfures de fer. Donc, dans la partie supérieure, ici, c'est essentiellement l'hématite, la magnétite dans cette partie du diagramme, pyrrhotite et pyrite. Dans la plupart des zones minéralisées, on va trouver généralement pyrite ou pyrrhotite, puis dans certains cas, un peu d'hématite et magnétite. Mais vous pouvez voir, en fait, sur ce diagramme-ci, que pour avoir dépôt de l'or, idéalement, c'est d'avoir un gradient chimique important entre le fluide et la roche encaissante. Donc, où on voit le gradient le plus important, en fait, c'est entre magnétite et hématite, puis le champ de solubilité maximale de l'or. Vous pouvez voir, par exemple, que les courbes de solubilité sont très rapprochées dans cette partie du diagramme. Donc, si on a des fluides hydrothermaux qui se mettent en place dans une roche qui contient, par exemple, un peu d'hématite, surtout de la magnétite, bien, on va avoir un gradient chimique qui est favorable pour la formation, puis la baisse, en fait, pour la formation d'un gisement, mais surtout pour la baisse de la solubilité de l'or dans le fluide hydrothermal. Donc, on peut avoir une réaction entre une roche qui est oxydée, puis un fluide hydrothermal aurifère, puis déposer les métaux, déposer l'or dans les zones minéralisées. Donc, la plupart du temps, l'or va être transporté par un complexe sulfuré, HS-, c'est un des complexes hydrothermaux qui est invoqué pour la formation de la plupart des gisements d'or. Donc, si on a de l'or qui est transporté avec le HS-, là, on peut avoir une réaction. Ok, c'est sûr, on vient de dire. Mais ici, vous pouvez voir en fait que pour avoir des dépôt de l'or, essentiellement, ce qu'on va avoir, c'est une augmentation du pH ou une modification d'oxydation du système. Donc, c'est deux paramètres physico-chimiques qui sont importants pour pouvoir avoir des positions de l'or, baisse de solubilité de l'or du fluide hydrothermal puis sa précipitation dans les roches.
Donc, en plus des changements physico-chimiques, vous pouvez imaginer, par exemple, que si vous avez une fracture ouverte qui se forme en réponse à des contraintes, en fait, la fracture va être remplie par des fluides, puis on va avoir une chute brusque de la pression du fluide dans la fracture. Donc, simplement avec la baisse de pression du fluide, on peut avoir une précipitation de l'or également. Donc, c'est les différents modèles de précipitation de l'or, soit par chute brusque de pression, baisse de solubilité de l'or, mais on peut aussi avoir une baisse de solubilité de l'or qui est induite par les variations de pH, comme on vient de voir. Donc, si on fait varier le pH, l'efficacité d'oxygène, on peut avoir une baisse de solubilité de l'or qui est transportée avec le soufre. Donc, pendant que l'or circule dans les roches, pendant que le fluide circule dans les roches, le fluide est chargé en soufre et en or. Mais si on a une réaction entre le fluide hydrothermal et la roche encaissante qui contient, par exemple, de la magnétite, des minéraux qui sont riches en fer, bien, la pyrite, la pyrite peut être formée aux dépens de la magnétite, des minéraux ferrifères, pour consommer le soufre du fluide hydrothermal. Donc, si l'or est transporté avec le fluide hydrothermal, avec le soufre, bien, si le soufre précipite sous forme de pyrite, de pyrrhotite, bien, l'or ne sera plus associé au soufre dans le fluide hydrothermal, il va pouvoir précipiter. Donc, c'est un mécanisme physico-chimique qui permet la précipitation du soufre, mais en même temps de l'or. Donc, c'est une réaction qui est illustrée ici. Vous pouvez voir, par exemple, le fer qui se trouve dans les oxydes ou dans les silicates. Donc, ça peut être soit dans les amphiboles, ça peut être dans d'autres minéraux comme, par exemple, la magnétite, l'hématite. Donc, si on a du fer qui réagit avec un fluide qui contient du soufre, si le soufre transporte également l'or, donc sous la forme de complexe sulfuré, le HS ou le H2S, bien, en fait, si on a une roche qui contient le fer, il y a réaction avec le fluide hydrothermal qui contient le soufre pour former de la pyrite, le sulfure de fer principal, puis on va avoir déposition de l'or. Donc, l'or étant transporté avec le HS-, on a une réaction entre le fer qui se trouve dans les silicates et les oxydes. On dépose la pyrite, on forme la pyrite, puis on libère l'or du fluide hydrothermal pour permettre la précipitation. Donc, vous pouvez imaginer que des roches qui contiennent beaucoup de fer, comme par exemple des toléiques ou des basaltes toléitiques, c'est des roches magmatiques, mafiques qui contiennent beaucoup de fer, ou des formations de fer, comme des formations de fer oxydées. Là, on va avoir des médiums qui présentent une chimie vraiment favorable pour la minéralisation aurifère. Donc, la présence de fer va être un élément significatif pour permettre la précipitation de l'or. Donc, on va regarder maintenant plus en détail les assemblages minéralogiques qui se forment dans les différents contextes de profondeur dans la croûte, les contextes de profondeur, où on va retrouver la formation des gisements d'or. La plupart des zones métamorphiques, que ce soit épizonales, mésozonales ou hypozonales, vont présenter vraiment des assemblages minéralogiques particuliers, spécifiques pour chacun des contextes. Donc, on va voir dans les prochaines slides les différentes associations qu'on peut retrouver en général. Donc, dans la mésozone ou l'épizone, donc dans des températures qui avoisinent les 200-300 degrés Celsius jusqu'à 450-475 dans le cas de la mésozone, là, on va avoir des assemblages minéralogiques particuliers. Donc, en fonction de nos minéraux silicatés, carbonatés, oxydes et sulfures, on va avoir des compositions minéralogiques qui vont refléter la température de formation. Parmi les minéraux les plus importants, disons dans la méso à épizone, on va avoir des minéraux qui vont définir des assemblages distaux, intermédiaires et proximaux. Donc, vraiment, en fonction de la minéralogie, on va avoir une zonation
qui peut être assez significative. Les minéraux les plus communs, disons, on va parler de chlorite et muscovite. Donc, dans les zones d'altération, on a vu que les fluides hydrothermaux étaient généralement riches en potassium et CO2. Donc, on va développer des zones d'altération proximales qui vont contenir beaucoup de muscovite, donc le principal minéral potassique qu'on trouve ici, de carbonate, principalement la calcite et l'anthérite. Puis le sulfure dominant va être la pyrite, et dans certains cas l'arsénopyrite. Donc, c'est les principaux minéraux qu'on va retrouver dans l'épizone ou la mésozone. Quelques exemples maintenant du style, comment on va voir ces veines, ces zones minéralisées là sur le terrain. En fait, elles vont refléter ce qu'on apprend dans la théorie. Donc, si on lit tous les mêmes livres, on va voir à peu près les mêmes choses sur le terrain. Ici, c'est un exemple où on a un dike de diorite. En fait, c'est une ferrodiorite, cet exemple-ci, est bourré de magnétite. Vous pouvez voir les veines de quartz qui sont ici. Puis la roche encaissante est une serpentinite. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a un contraste rhéologique très important entre la serpentinite qui est située ici, le dike de diorite, qui présente donc une rhéologie favorable, un contraste mécanique important avec la serpentinite, donc il va être fracturé préférentiellement. Puis sa chimie particulière, qui est riche en magnétite, va permettre une réaction préférentielle avec le fluide hydrothermal qui circule, puis la minéralisée en ambre. Donc, ici, c'est un exemple, c'est une zone minéralisée qui n'est pas très très large, c'est 2 mètres environ, mais ça reflète à petite échelle les textures qu'on peut voir à l'échelle du gisement. Toujours dans la méso ou l'épizone, donc les minéralisations de type stockwork. Donc, vous pouvez voir ici un stockwork de veine de quartz avec une altération de la roche encaissante. Je me rappelle bien, la roche encaissante, ici, c'est un métabasate. Le métabasate, habituellement, c'est vert, un peu grisâtre pour ceux qui ont fait de la cartographie. Vous pouvez voir la couleur ici, qui est plutôt brun-orangé. En fait, c'est une roche dont la chimie a été complètement modifiée par les fluides hydrothermaux. Vous avez les veines de quartz qui sont essentiellement encaissées dans une roche à carbonate de fer. Donc, l'essentiel de la roche là, qui est ici contient un peu des veines de quartz, un peu de muscovite, mais essentiellement de l'anthérite. Donc, c'est ce qui donne la couleur brunâtre à la roche. Donc, c'est un style de minéralisation qui est assez typique pour l'épi à mésozone. Toujours dans l'épi ou mésozone, on va avoir ici, dans ce cas-ci, c'est une granodiorite avec une fracture qui a permis la minéralisation, ici avec une veine de quartz tourmaline. Vous pouvez voir le gradient chimique entre la veine et la roche encaissante. La minéralisation va se trouver essentiellement dans la veine, puis dans les éponges immédiates, qui vont contenir également un peu d'or. Donc, vous pouvez voir que la déformation est essentiellement fragile. On se trouve dans les parties supérieures de la peau. Donc, toujours dans la méso à l'épizone. Les veines de quartz vont généralement se mettre en place dans les zones de déformation. Donc, vous pouvez voir ici, c'est une roche métasédimentaire avec la stratigraphie, disons la stratification qui est illustrée en jaune. Donc, vous pouvez voir que la roche sédimentaire ici est plissée. Puis la veine de quartz va se former essentiellement dans la zone de déformation plus importante. Donc, c'est ici que vous allez trouver les enveloppes de déformation puis les veines qui vont être minéralisées en or. Donc, ça vous donne une idée ici des différents styles de minéralisation qu'on trouve dans la maison et l'épizone. Maintenant, une dernière photo où on voit essentiellement la veine de quartz carbonate. Vous pouvez voir l'aspect laminé qui est donné par les fragments de roche haute à l'intérieur, puis l'altération en carbonate importante. Donc, le brun qui est ici, c'est essentiellement des carbonates de fer. Donc, l'altération en CO2 qui a permis la formation des carbonates. La roche haute, ici, c'est une roche métavolcanique. Donc, vous pouvez voir les textures assez caractéristiques des filons de quartz solifères dans ces contextes.
aussi la veine de quartz, les carbonates à l'intérieur. Puis l'auréole métasomatique, l'auréole d'altération, avec les carbonates de fer qui donnent la couleur brunante à la roche. Donc, c'est dans ces zones-là qu'on va retrouver les zones aurifères, soit dans les veines ou les éponges altérées en pyrite carbonate. Donc, on a vu les plis et mésozones. Ici, mais dans la mésozone, donc, il y a toujours une transition entre les zones, entre les parties épizonales, mésozonales et hypozonales qu'on va voir après. Dans la mésozone, il y a une zone de transition entre les assemblages minéralogiques qu'on retrouve dans la partie supérieure de la croûte, puis les parties plus profondes dans l'hypozone. Donc ici, vous allez voir, il y a essentiellement des assemblages minéralogiques qui sont quand même assez similaires, mais qui varient dans la nature de certains minéraux. Vous pouvez voir encore la muscovite fuchsite, donc les silicates de potassium principaux qu'on va retrouver dans ces contextes-là, la chlorite qui est également présente, puis le carbonate. Donc, vous pouvez voir la calcite ici qui devient beaucoup plus importante. Puis l'élément principal, en fait, qui se produit dans la zone de transition vers l'hypozone, c'est l'apparition de pyrotites. Donc, très souvent, à place d'avoir de la pyrite dans les zones minéralisées, on va plutôt avoir de la pyrotite, ou les deux, pyrotite et pyrite, comme sulfure dominant. Donc, c'est un des changements minéralogiques qu'on voit là, dans les zones minéralisées, vraiment de la mésozone. Donc, cette transition entre la pyrite et la pyrotite est essentiellement liée au métamorphisme. Donc, on a vu qu'en descendant dans la croûte, en augmentant la température, on a des changements minéralogiques. Il y en a un qui s'opère à la transition entre la méso et l'hypozone. Donc, c'est à peu près la transition entre la faciès des schistes verts et amphibolique. Ce qu'on va voir, en fait, c'est que la pyrite, qui est présente dans des conditions de température relativement faibles et fugacité d'oxygène élevée. Ce qui se produit quand on augmente la température, en fait, c'est qu'on dévolatilise les roches. On va perdre du CO2, on va perdre de l'eau, mais on va également perdre du soufre. Donc, ce qui se produit, en fait, c'est qu'on augmente la température. On va avoir pyrite et pyrotite à un moment donné qui vont être stables dans les mêmes conditions. Puis si on augmente encore la température, on va perdre du soufre, perdre notre pyrite pour former de la pyrotite. Donc c'est une réaction qui est assez commune, qu'on voit concrètement sur le terrain, où on passe de zones qui sont riches en pyrite, donc à plus faible température, à des zones à pyrotite qui vont être développées essentiellement à la transition entre le faciès des schistes verts et celui des amphibolites. Donc, quelques exemples maintenant de roches qui ont été minéralisées au faciès schiste vert supérieur amphibolites. Vous pouvez voir ici, c'est des veines de quartz qui sont encaissées dans des milonites qui sont fortement altérées en carbonate et en biotite. C'est un exemple qui vient de la mine Lapa, maintenant fermée, qui est située dans le sud de l'Abitibi. Vous pouvez voir l'or visible, les veines de quartz, puis les éponges fortement minéralisées, altérées, qui sont minéralisées en or également. Donc, c'est encore un autre exemple qui vient du même gisement. Vous pouvez voir ici les veines de quartz en extension. Donc, on a une extension verticale. Puis les zones de déformation verticale très importantes qui sont situées ici. Puis essentiellement, c'est une zone minéralisée. Donc, vous avez les veines complètement démembrées qui sont illustrées un peu sur un schéma comme celui-ci. Puis les sulfures disséminés, essentiellement de la pyrotite et un peu de pyrite, qu'on ne voit pas nécessairement sur la photo, mais qui est disséminé dans la roche. Maintenant, dans l'hypozone, ouais. Mais ça, sur la photo d'avant, comment ça que la veine qui est horizontale, elle ne peut être préservée comme ça, c'est à côté, c'est un peu des comme ça
ça coupe vraiment droit. Ouais. Mais ici, en fait, on se trouve, j'ai manqué les détails, mais sur la photo, on se trouve ici dans des roches sédimentaires. Puis ici, c'est des roches mafiques et ultramafiques. Ça va inclure, entre autres, surtout des serpentinites, des schistes mafiques à chlorite. Puis des fois, il y a des roches un peu plus compétentes qui peuvent être gabbroïques. Les roches ont toutes été déformées de façon utile assez importante. Il y a des corridors de déformation importants ici et ici. Ici, je ne sais plus, quand j'ai pris la profondeur, c'était peut-être un gabbro ou quelque chose de plus compétent qui a permis de préserver la veine et un peu la texture dans la roche. Mais la déformation va souvent être hétérogène quand même. Donc, on peut avoir des zones de déformation plus importantes dans certaines zones. Il y avait une fracture initiale, puis la déformation a pu se concentrer là. Il y a un autre élément aussi, il y a le facteur temps. Ça se pourrait que la veine ici soit relativement tardive. Mais c'est tardive à c'est vrai qu'elle ne coupe pas la zone ici. Mais il y a aussi le facteur temps. Oui, c'était plus tardif, probablement qu'elle s'étendrait dans les zones d'indemnisation. Mais ça donne quand même une idée sur le style général des zones minéralisées qui sont formées à des températures qui vont avoisiner les schistes supérieurs en fibolite. Vous allez avoir des zones très souvent de remplacement avec des veines plus ou moins continues. Comme celle-ci. Maintenant qu'on rentre dans la transition vers l'hypozone, donc des températures qui vont être plus élevées, ça fait en fibolite supérieure, voire granulite. En fait, on va avoir des assemblages qui vont être plus riches en amphibole. Donc, tantôt, on avait surtout la chlorite, la muscovite. Comme on augmente la température, on va commencer à avoir de la hornblende, de l'anthophilite, de la trémolite. La biotite qui apparaît également, qui devient de plus en plus importante. Puis le sulfure principal qu'on va avoir, c'est la pyrrhotite. La pyrite va être très faible, ou ça va surtout être la pyrrhotite qu'on va avoir. Ici c'est pour si on a granulite, donc un métamorphisme très important. On va commencer à avoir clinopyroxène, orthopyroxène qui vont apparaître. Les grenats qui vont être présents également. On va seulement avoir la pyrrhotite. Puis un autre minéral qui apparaît dans la séquence paragénétique. Si on a de l'arsenic, on peut avoir de l'arsénopyrite. Et un autre minéral qui s'appelle le lingite, qui est en fait c'est un arséniure de fer, arsenic fer. Qui est présent habituellement, principalement dans les gisements qui ont été métamorphisés aux faciès amphibolites, voire granulite. Si on regarde, ici c'est un diagramme de stabilité des minéraux avec la température et l'efficacité d'oxygène. Ce qui est illustré sur le fond, ici en gris, en fait c'est la zone de stabilité de l'arsénopyrite. Donc, d'où qu'on est dans des roches qui contiennent passablement d'arsenic. Donc, l'arsénopyrite peut être stable. Donc, ici, vous avez le champ de stabilité des assemblages qui vont contenir l'arsénopyrite. Puis, si on passe, en fait, la limite de stabilité, vous pouvez voir ici, il y a une réaction entre l'arsenic, donc l'arsénopyrite, la pyrrhotite et le lingite. Donc, si on augmente la température, si on a une réaction qui permet la formation de lingite à partir de la pyrrhotite, bien, on va avoir essentiellement des assemblages qui sont liés au métamorphisme. Il y a un élément qui est assez important à la fois pour documenter, comprendre la minéralogie qu'on voit, mais aussi pour la récupération de l'or. Très souvent, il y a certains gisements d'or qui sont métamorphisés, vont contenir l'or essentiellement dans le lingite ou l'arsénopyrite. Ce qui se produit, en fait, c'est que pendant la formation de lingite,
l'or va diffuser à l'intérieur de ce minéral-là. La lolingite peut accepter plus d'or dans sa structure que l'arsénopyrite. Donc, pendant le métamorphisme, l'or va tout être pompé par la lolingite. Donc, si vous avez un gisement d'or où l'or est essentiellement dans la lolingite, si vous essayez de récupérer l'or, ça va être extrêmement difficile parce que l'or est présent sous forme d'or dans la structure même du minéral. Donc, ça va prendre un traitement extrêmement compliqué. Vous ne pourrez pas seulement broyer la roche et récupérer l'or. Pour faire ça, il faut que l'or soit libre et relativement grossi. Donc, ça peut être un élément délétère pour l'exploitation des gisements qui présentent un or qui est dit réfractaire, qui est présent dans la structure même des minéraux. Ce qui se produit, par contre, si on a une rétromorphose, donc on a formé notre lolingite suite au métamorphisme. La lolingite est ici, c'est une photo qui a été prise au MEB. Donc vous avez la lolingite, l'arsénopyrite qui est en périphérie. Vous pouvez voir que l'or est essentiellement présent dans la lolingite. Mais ce qui se produit pendant la rétromorphose, donc disons que vous avez un cristal de lolingite qui a été produit par le métamorphisme, pendant la rétromorphose, ce qui va se produire, c'est que l'arsénopyrite va être formé de façon rétrograde. Donc, pendant la rétromorphose, l'or va être libéré de la lolingite, puis va pouvoir être libéré puis libre pour être récupéré plus facilement, par exemple si vous broyez la roche. Donc, si vous broyez la roche dans un moulin, puis l'or est libre en raison de la rétromorphose, bien, vous allez pouvoir peut-être exploiter votre minerai de façon économique, simplement à cause d'un changement minéralogique qui est induit par le métamorphisme prograde rétrograde. Donc, c'est un élément qui est caractéristique aux gisements qui sont métamorphisés, fossiles amphibolites, voire granulés. Des exemples maintenant de minéralisation qui ont été métamorphisés aux fossiles amphibolites supérieurs. Vous pouvez voir ici, c'est des assemblages qui contiennent du diopside, donc un phénopyroxène, du grenat. Donc des assemblages qui évoquent des températures relativement élevées pour la formation ou le métamorphisme des gisements. Les veines sont très souvent moins bien définies. Puis on a essentiellement des zones de remplacement, des zones d'altération hydrothermale qui vont contenir de l'arsénopyrite, la pyrrhotite, puis des fois un peu de lingite. Donc vous voyez le style ici des veines, très souvent des veines de quartz qui peuvent contenir un peu de feldspar, des bordures un peu diffuses qui évoquent des températures de formation plus élevées, avec des zones de remplacement aussi beaucoup plus pervasives qui évoquent le remplacement pervasif là, des roches en question. Je pense qu'on va prendre une petite pause tout de suite. Puis on va finir le cours pour introduire le défi après.